Alors parler des enfants surdoués ou des enfants intellectuellement précoces ou encore des enfants à haut potentiel, toute cette terminologie pour dire bien sûr exactement la même chose, c'est parler vraiment des enfants qui fonctionnent avec une intelligence qui est qualitativement différente. Donc il ne s'agit pas du tout d'enfants qui sont quantitativement plus intelligents que les autres, même si effectivement ce sont des enfants qui ont une intelligence puissante, mais parler vraiment de modes de raisonnement singuliers, de procédures de fonctionnement cognitif qui vont être très particuliers et très spécifiques, et vraiment des enfants qui vont avoir une façon de fonctionner avec leur intelligence qui est définitivement, qualitativement très différente. Alors on parle souvent de QI par exemple, donc bien sûr on va évaluer un fonctionnement intellectuel et explorer l'intelligence de l'enfant, mais le QI n'est pas un diagnostic, c'est juste un indice qui va orienter le diagnostic et qui va permettre, à l'aide de bilans complémentaires sur la personnalité, de comprendre le profil de fonctionnement d'un enfant à cet instant-là de son histoire. Et un score de QI, ça serait vraiment aussi curieux de faire un diagnostic avec un chiffre que si avec par exemple un 39 de fièvre, on avait chaque fois la même maladie. Les difficultés que peut rencontrer un enfant qu'on va appeler pour l'instant surdoué, ou même les particularités de fonctionnement vont être de plusieurs ordres. D'abord, ce sont des enfants au niveau du traitement des informations, c'est-à-dire la façon dont ils vont analyser, percevoir, comprendre les éléments qui arrivent en provenance de l'environnement, ils vont gérer tout ça sur un mode que j'ai appelé une pensée en arborescence, c'est-à-dire une pensée en réseau, avec des idées, des pensées qui s'enchaînent et qui s'associent à très grande vitesse et qui vont très vite produire tout un foisonnement de pensées dans lequel l'enfant peut avoir énormément de mal à construire une pensée élaborée, une pensée qui s'organiserait plutôt sur un plan séquentiel, c'est-à-dire une chose après l'autre, étape après étape. Ce qui va bien sûr conduire à des difficultés au niveau de l'organisation et de la structuration de la pensée. Donc la pensée en arborescence est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des enfants chez lesquels on retrouve une très grande vitesse de traitement de l'information, où effectivement tout va très vite et avec une difficulté quelquefois à capturer ce qu'ils sont en train de penser. Donc ça va trop vite dans leur tête et ils n'arrivent pas à saisir le bon moment. Et puis des enfants qui vont fonctionner beaucoup avec ce qu'on appelle un déficit métacognitif. Donc ça, c'est un grand mot de psy pour dire simplement que ce sont des enfants qui ont du mal à avoir un contrôle sur leur propre intelligence. Ce qui est très typique, c'est que ce sont des enfants, quand vous leur demandez « mais comment tu le sais ?» ils vont vous répondre « je le sais parce que je le sais parce que c'est évident ». Mais si on leur demande d'argumenter, si on leur demande de justifier, ils vont ne pas savoir comment faire, ce qui va être l'objet de mille et un malentendus, et en particulier, évidemment, avec l'école. En plus, ce sont des enfants, toujours sur le plan cognitif, qui ont une très grande mémoire, ce qui fait que pendant très longtemps, ils absorbent les connaissances, mais d'une certaine façon, ils n'apprennent pas à apprendre. Alors on comprend bien et très vite toutes les conséquences que ça peut avoir, en particulier sur le plan scolaire, avec des enfants qui ont du mal à décoder et à comprendre ce que le système scolaire attend d'eux, donc qui ont du mal à s'ajuster au système scolaire. Quelquefois d'ailleurs les enseignants ont l'impression que ces enfants-là ne comprennent pas ce qu'on leur demande, mais ce qui est finalement une réalité parce qu'ils comprennent autrement. Et puis on parle souvent d'ennui, qui est aussi ce décalage entre leur fonctionnement à eux et les attentes et les exigences du système scolaire. Et dans ce décalage, finalement, ce sont des enfants qui, eux, ont très rapidement compris, qui ont très rapidement saisi l'importance de l'apprentissage et qui se retrouvent même au niveau du temps, d'une certaine façon, en avance par rapport aux autres et qui ne comprennent pas bien pourquoi il faut répéter plusieurs fois l'ensemble des connaissances. Donc, par rapport à l'école, on va vraiment retrouver tout un faisceau de difficultés. Et moi, ce que je trouve très important, c'est que finalement, ce sont des enfants, lorsqu'ils sont diagnostiqués, par exemple, on a quand même souvent tendance à leur dire « mais maintenant, on sait que tu es intelligent, donc tu devrais pouvoir y arriver ». Ce qui souvent crée chez eux,
au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, une espèce d'estime de soi un peu attaquée et qui peut construire des croyances sur soi négatives, puisque ça ne marche pas et que malgré tout, on me dit que peut-être je devrais pouvoir fonctionner, alors vraiment c'est que je suis nulle. Donc c'est ça qui est très difficile et ce qui est très important pour ces enfants qui sont des enfants aussi très vulnérables sur un plan psychologique et sur un plan de la sensibilité. Donc ils ont vraiment besoin d'être valorisés, ils ont besoin d'être gratifiés. Ce sont vraiment des enfants qui ont besoin d'être encouragés parce que quand on est vraiment conscient des limites et des failles des autres, on est d'abord conscient de ses failles propres et ça peut créer des grandes vulnérabilités. Donc ce sont vraiment des enfants qui ont besoin de sentir que ce qu'ils font, c'est bien et ils ont besoin de se l'entendre dire. Et puis je voudrais quand même aussi dire que là on parle des difficultés, mais qu'il y a beaucoup d'enfants surdoués qui vont bien, qui sont heureux de vivre, qui sont bien dans leur peau, bien dans leur tête et bien dans leur corps.